Bonjour à tous, j'aimerais effectivement vous présenter un projet qui concerne le criblage de perturbateurs endocriniens par une approche métabolomique. Et pour cela, on a été amené à supprimer un effet de batch sur la base d'une stratégie de rééchantillonnage. Alors vous le savez probablement, les perturbateurs endocriniens constituent aujourd'hui une thématique de recherche extrêmement importante, notamment parce qu'ils rentrent en compte dans un grand nombre de pathologies. Ils ont été en effet reliés à de l'infertilité, du diabète, de l'obésité et un certain nombre de cancers. Et aujourd'hui, les agences de recherche consacrent beaucoup d'énergie et de fonds pour ces programmes de criblage donc d'éventuels perturbateurs endocriniens. On comprend évidemment qu'il est important d'avoir les moyens de caractériser l'effet de ces potentiels toxiques de manière la plus sensible possible. Et ceci concerne en réalité des composés qui sont dans notre environnement au quotidien et qui constituent donc un grand nombre d'objets de la vie de tous les jours. En ce qui concerne l'OCDE, il existe un modèle cellulaire qui constitue la référence pour le criblage de perturbations endocriniennes, qui est le modèle cellulaire H295R. C'est une lignée cellulaire de surrénale humaine, et ce modèle in vitro présente l'avantage de posséder la grande majorité de la machinerie enzymatique nécessaire à la stéroïdogenèse. C'est évidemment très intéressant pour étudier l'éventuelle influence d'un composé toxique. Alors, malheureusement, aujourd'hui, en termes de tests de criblage, on se limite à l'analyse de la testostérone et de l'œstradiol. Alors bien sûr, ce sont des hormones extrêmement importantes, mais vous comprenez que dans l'immense complexité de la stéroïdogenèse, c'est un peu limitant de ne s'intéresser et de ne suivre que ces deux composés. Donc la première partie de ce travail a été de développer un protocole analytique qui nous permette de caractériser la complexité de la stéroïdogenèse dans le surnageant de ces cellules. Et nous avons pour cela mis en œuvre une stratégie qui s'appuie sur une préparation d'échantillons qui combine une précipitation de protéines et une extraction en phase solide. Et puis nous avons ensuite analysé les différents échantillons par le couplage de la chromatographie liquide à ultra haute pression et de la spectrométrie de masse à temps de vol. Au niveau de l'acquisition du spectromètre de masse, nous avons utilisé une approche non ciblée, c'est-à-dire qu'on a cherché à balayer l'ensemble des analytes détectables dans une plage de rapport masse-surcharge allant de 100 à 1000, ce qui nous a permis de caractériser ces échantillons à l'aide d'un grand nombre de pics chromatographiques ou d'ions qui couvrent finalement une diversité de familles chimiques assez large. Et pour ne pas se perdre finalement dans l'analyse de l'ensemble de ces métabolites, nous nous sommes focalisés sur le sous-ensemble des stéroïdes. Et pour cela, nous avons comparé chacun des pics chromatographiques détectés automatiquement à des bases de données qui concernent donc des informations en termes de masse surcharge et de temps de rétention, de stéroïdes de référence. Et nous n'avons bien sûr conservé que les pics détectés automatiquement qui correspondaient à un métabolite de stéroïdes. Alors ce projet a été réalisé en collaboration avec des biologistes de l'université de Bâle, et ceux-ci étaient particulièrement intéressés par un certain nombre de composés spécifiques, et ils ont donc mené des expériences d'exposition de cette culture cellulaire avec différents composés que sont l'acétyltributylcitrate, la forscoline, le lignuron, l'octocrylène, l'octylméthoxycinamate, le torsétrapib. Et finalement, ils ont comparé ces situations d'intérêt à un contrôle qui était donc le diméthylsulfoxyde, qui est le solvant DMSO. Alors, ils se sont bien sûr assurés que les concentrations utilisées n'étaient pas cytotoxiques, et ils ont réalisé des duplicats ou des triplicats de ces situations d'exposition en fonction des contraintes expérimentales. Ils ont également répété de manière... Ils ont utilisé des réplications biologiques de leurs expériences de manière à s'assurer de la répétabilité de leurs résultats. Ceci s'est effectué en utilisant de nouvelles cultures cellulaires, de nouveaux lots de sérum de croissance, et ils ont ainsi pu répéter leurs expériences. Ceci a amené finalement à un ensemble de 49 échantillons pour lequel nous avons été en mesure de détecter et d'annoter
plus d'une centaine de métabolites de stéroïdes. Alors assez naturellement, pour appréhender les sources de variabilité de notre jeu de données, nous avons commencé par une analyse en composantes principales que vous avez sous les yeux. Et le problème apparaît immédiatement. Vous voyez que les sources majeures de variabilité sont en relation très marquée avec le batch, à tel point qu'on va complètement masquer les variations qui présentent un intérêt biologique, et on ne pourra pas aller très loin en termes de compréhension des mécanismes de ces perturbateurs endocriniens potentiels. Donc la question a été de savoir comment se débarrasser de cet effet de l'eau. Alors ça a été souligné tout à l'heure, le classique en métabolomique, c'est de s'appuyer sur des échantillons de contrôle qualité qui vont être suivis de manière régulière lors de l'analyse, et notamment entre les lots. Ces échantillons peuvent ensuite constituer une base de référence pour normaliser éventuellement les batchs. Malheureusement, ça n'a pas été possible ici, parce que vu que nos collègues ont répété les expériences à des temps différents, les analyses n'ont pas été réalisées toutes de manière simultanée, et nous n'avions pas la possibilité de nous appuyer sur ces QC. Donc la stratégie que nous avons utilisée, c'est de considérer non plus seulement le facteur de l'exposition avec nos différentes situations associées aux différents composés comme un facteur, mais d'utiliser un second facteur, le batch, comme un plan d'expérience a posteriori qui donc serait caractérisé par deux facteurs qui ont une influence conjointe sur les variations observées. Alors vous le savez, il existe un certain nombre de stratégies et d'outils d'analyse multivariés qui combinent une décomposition de type analyse de variance et des méthodes de projection de manière à générer des sous-matrices en fonction du plan d'expérience, ce qui amène à des tableaux associés aux effets principaux de chacun des facteurs, à leur éventuelle interaction et un tableau de résidus. La différence majeure entre ces techniques, finalement, étant la manière dont vont être analysées ces sous-matrices, soit par des méthodes non supervisées comme l'ACP, soit par des méthodes supervisées de type PLS. Alors au laboratoire, nous avions proposé une approche qui s'appuyait sur de l'OPLS, qui présentait l'avantage de restituer les différents effets en fonction de composantes prédictives qui étaient reliées de manière explicite justement à chacun des effets du plan d'expérience. Et donc nous avons utilisé cette méthode dans le cadre de ce travail pour décomposer les sources de variation et représenter donc les différentes variabilités. Alors tout ceci fonctionne très bien, pour autant que les effectifs soient équilibrés. Comme en ANOVA classique, si les différents groupes ne présentent pas le même nombre d'observations, on va avoir des problèmes pour, d'une part, la décomposition en termes de somme des carrés, et pire encore pour l'analyse des sous-matrices à l'aide de méthodes multivariées. Ces sous-matrices ne seront plus orthogonales et on va commencer malheureusement à mélanger les différents effets. Alors la question suivante a été de se demander comment traiter cette série d'échantillons qui étaient caractérisés par des effectifs déséquilibrés. Alors une méthode très élégante a été proposée il y a quelques années sur la base du modèle linéaire général par Bernadette Govertz et Michel Thiel. Ça avait fait l'objet d'une présentation dans le cadre de chimiométrie pour offrir une décomposition non biaisée de ces tableaux. En termes de somme des carrés, ça fonctionne très bien. Malheureusement, en termes des sous-matrices générées, on est toujours en face de sous-matrices qui ne sont pas strictement orthogonales. Et pour une méthode supervisée qui s'appuie sur la PLS ou l'OPLS, eh bien, on va, là encore, mélanger les différents effets, ce qui est évidemment loin d'être optimal pour l'interprétation biologique. Donc l'idée qui a été suivie dans le cadre de ce travail, c'est de s'appuyer sur un sous-échantillonnage qui tiendrait compte du plan d'expérience pour générer des plans équilibrés, comme vous allez le voir dans un instant. Alors le point de départ, c'était notre série d'échantillons, et vous le voyez, la combinaison des facteurs exposition et batch amène à des situations où on a soit des duplicats, soit des triplicats, ce qui pose le problème justement de ce déséquilibre d'effectifs. L'idée ici a été de prélever de manière aléatoire dans chacune de ces unités de combinaison de niveaux de facteurs des duplicats, ce qui nous amène à un sous-ensemble de données qui présente un plan équilibré, à partir duquel on va pouvoir utiliser les outils de décomposition dont je vous ai parlé il y a quelques instants, et générer les paramètres de score, de loadings et
et tout ce qui va être nécessaire à l'interprétation. Alors bien sûr, on ne fait pas ça qu'une seule fois, on a répété ces tirages un grand nombre de fois, on a fait 1000 sous-échantillonnages, donc on a une population de modèles en sortie, qui va nous permettre d'avoir une population de scores, de loadings, à partir de laquelle on pourra extraire des indicateurs robustes des différents paramètres. Alors la première indication a été la décomposition de la variabilité totale en fonction des effets en présence. Et on se rend compte qu'on le savait déjà avec l'ACP, mais on le retrouve immédiatement. L'effet principal du batch représente plus de 60% de la variabilité totale. Son interaction avec des situations d'exposition représente à peu près 16%. L'exposition en termes d'effet principal, qui est vraiment l'objectif de l'étude, représente quand même 17%, et on a des résidus autour de 6,5%. Au niveau de l'interprétation du modèle, on a maintenant des composantes prédictives qu'on peut associer de manière explicite aux différents effets. Vous avez ici sous les yeux, à gauche, l'effet principal du lot, du batch. Alors très clairement, on a des batchs qui forment des regroupements très homogènes, et on distingue également des regroupements en termes d'interaction entre le batch et l'exposition. Et si on regarde les loadings, on se rend compte que ce sont des phénomènes relativement massifs de l'ensemble des analytes mesurées, dont l'intensité va varier de manière assez globale. Peu de spécificité dans cette situation. Et en fait, en discutant avec nos collègues biologistes, ils nous ont rendu attentifs au fait que ces réplicas biologiques étaient liés, je vous l'ai dit il y a quelques instants, à des lots de sérum de croissance de ces cellules qui étaient différents. Et ils ont admis que ces sérums de croissance contenaient déjà des hormones stéroïdes, parce qu'elles sont nécessaires à la croissance du système, mais que malheureusement, les concentrations de ces lots n'étaient que peu ou pas maîtrisées. Donc c'est probablement une des sources, peut-être pas la seule, mais une des sources de cette énorme variabilité, à savoir que les analytes qui nous intéressent étaient déjà présents dans le milieu de culture, et que voilà, le lot et la production de ces sérums de croissance n'étaient pas aussi maîtrisés qu'on aurait pu l'espérer. Ça, c'est pour la partie qui nous intéressait le moins, mais au moins, on a réussi à l'extraire de la variabilité totale. Si on se focalise sur le sujet de l'étude, à savoir l'effet des différentes situations d'exposition, on retrouve maintenant sur les composantes prédictives associées à cet effet des regroupements tout à fait clairs, des différentes observations en relation, bien évidemment, aux différentes situations d'exposition. Et bien sûr, les loadings vont nous permettre d'associer les différents groupes à des altérations, que ce soit des inductions ou des diminutions de ces métabolites de stéroïdes. Pour exploiter ces résultats, il y a deux manières de voir les choses. D'une part, on peut se mettre du côté des observations. Pour cela, nous avons extrait les différents scores sur les composantes prédictives de l'effet d'exposition, et nous avons cherché à construire des regroupements sur la base de ces scores à l'aide d'une classification ascendante hiérarchique, ce qui nous a permis d'avoir une espèce de cartographie des différents composés qui avaient été utilisés pour ces situations d'exposition. Alors tout d'abord, nous avons pu mettre en évidence la force choline qui avait un profil assez spécifique, et en réalité c'était un contrôle positif dans le cadre de cette étude. C'est un inducteur assez connu de la stéroïdogenèse qui amène une augmentation assez globale de l'abondance de ces stéroïdes. Nous avons pu également mettre en évidence un profil spécifique pour le torsétrapib, qui est un inducteur plus spécifique de l'aldostérone et du cortisol. Notre situation contrôle présentait un profil relativement moyen. Et puis, on a également détecté un groupe de composés qui présentaient des profils de type plutôt anti-androgénique et anti-œstrogénique. On a distingué d'une part le lignuron et l'octylméthoxycinamate avec des signatures similaires en termes d'effet anti-androgénique, l'octocrylène qui avait cette double effet anti-androgénique et anti-œstrogénique, et puis finalement l'acétyltributylcitrate qui présentait un profil anti-androgénique avec une spécificité liée à la production de corticostéroïdes. Donc ceci a permis une cartographie de nos différentes situations d'exposition. Si on s'intéresse plutôt aux variables, le modèle nous permet également de construire un indice de type VIP, importance de la variable dans la projection, mais étant donné qu'on a des composantes prédictives associées de manière spécifique à chacun des effets, on peut calculer un VIP spécifique à l'effet de l'exposition. Et par ce biais, on a pu mettre en évidence les variables, en l'occurrence les stéroïdes et leurs métabolites, les plus affectés par les situations d'exposition,
C'est très intéressant pour le biologiste parce que maintenant, il va pouvoir accéder à une information relative aux enzymes, ce qui est souvent l'objectif de l'étude, par une couverture, vous le voyez maintenant, beaucoup plus exhaustive de la stéroïdogenèse pour une meilleure compréhension mécanistique des effets des différents composés potentiellement perturbateurs endocriniens. Ça peut également aiguiller sur des recherches et des études ultérieures qui permettraient d'aller vers une quantification qui soit plus absolue. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de ce système cellulaire, de l'intérêt de la métabolomique pour obtenir une couverture améliorée de voies de signalisation ou de voies de biosynthèse, en l'occurrence de stéroïdes, des méthodes qui s'appuient sur les plans d'expérience pour décomposer la variabilité, et j'espère également que vous êtes sensible à cette stratégie de sous-échantillonnage qui permet de s'affranchir de la difficulté d'effectifs déséquilibrés. J'aimerais terminer par quelques remerciements pour les personnes qui ont été impliquées dans ce projet, et je vous remercie pour votre attention. Merci Julien de la présentation. Des questions ? Alors, comme prévu, je pose une question. Tout d'abord, il y a deux questions. Est-ce que tu as comparé les résultats que tu obtenais en faisant bêtement du GLM par rapport au sous-échantillonnage de tes plans? Parce que ça m'aurait intéressé de voir les résultats. Et alors, l'autre chose, ce que je ne comprends pas très bien, c'est comment, quand tu fais le sous-échantillonnage de tes plans, tu extrais après ça les loadings et les scores. Tout à fait. Alors pour la première question, effectivement, je n'ai pas les résultats malheureusement à te montrer, mais comme je l'ai souligné, l'approche GLM est extrêmement intéressante, mais malheureusement, ce qui est indispensable pour moi, ce sont des sous-matrices orthogonales pour vraiment décorréler les effets. C'est pas si non balancé. Donc là, vous voyez, c'est quand même robuste ça. Oui, alors bien sûr, plus le déséquilibre sera important, et plus il sera utile de les effets, il y a aussi un travail plus méthodologique avec une application dans cet exemple. Bien sûr que le déséquilibre étant modéré, les résultats sont convergents. Mais l'idée ici, c'était de trouver une stratégie qui permette de s'affranchir de cette limite d'effectifs déséquilibrés. Et pour répondre à ta deuxième question, la population de modèles nécessite ensuite un post-traitement parce qu'il va falloir relier les scores associés à chacune des observations qui ont été tirées ou pas dans les différents sous-ensembles. Pour les loadings, c'est plus simple parce que toutes les variables sont toujours présentes. Mais effectivement, il y a un post-traitement de la population de modèles qui est nécessaire pour extraire les différents paramètres. Et quoi, tu as moyenné plus ou moins sur les différentes simulations Plutôt des indices non paramétriques type médiane ou à partir de la population. Mais les distributions sont assez normales. Donc, une question de Raphaël. Oui, c'est une chose un peu connectée avec... parce qu'il faudrait faire un peu d'attention, je pense, à moyenner les loadings que vous obtenez à partir 1 parce qu'ils ne sont pas comparables en fait. Il faudrait, je pense, qu'il y avait un problème comme ça avec... c'est un problème associé au fait qu'il y a des petites rotations des loadings à chaque itération. Donc ils ne sont pas toujours représentatifs du même espace. Et donc je pense qu'il y a une solution qui peut-être pourrait être intéressante pour stabiliser un peu les résultats, serait de faire une rotation forecaster à chaque itération. J'en discuterai volontiers, mais n'oubliez pas, c'est de l'OPLS qui est derrière le modèle. Ouais. Donc, oui, mais les composants et les loadings, ils sont toujours orthogonales, non? Les composantes sont associées à des... Donc, si on a 7 niveaux, on a 6 degrés de liberté, donc on peut construire 6 composantes prédictives qui sont à chaque fois associées à une classe. C'est-à-dire que les loadings, les composantes peuvent être associées de manière très claire,
D'accord. Donc, C'est pas comme une PLS. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'OPLS. C'est Oui. pas comme une PLS traditionnelle où effectivement les axes vont bouger. d'accord. Donc, vous êtes sûr qu'après le premier loading obtenu après la première itération correspond exactement au premier loading de la deuxième itération, plus ou moins. Alors, il y aura la variabilité de la sélection Ouais, des exactement, observations, mais dans la pratique, c'était du 99,9. D'accord. Ok, merci. Mais je discute volontiers de ces aspects avec vous. Écoute, merci encore, Julien.